Bonjour à tous, vous m'entendez? Super. Alors, je vais mettre tout de suite les deux pieds dans le plat parce qu'on m'a donné 15 minutes, donc je vais être très succinct et on va essayer d'aller directement dans le vif du sujet. Donc, globalement, ici, l'idée, c'est de vous donner un panorama sur une loi qui n'est pas encore votée, donc qui est encore en navette parlementaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale, qui est une loi de protection des mineurs dans le cadre de l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, pour y arriver, hop, globalement, il y a un agenda en 3 parties. La première partie, c'est pourquoi cette loi. Je vais essayer de dresser un constat, même si vous allez voir, je pense qu'on le partage tous. Ensuite, c'est quelles sont finalement, que dit cette loi. Vous allez voir qu'il y a 4 mesures phares qui composent cette loi. Et ensuite, quelles sont les solutions qu'on propose, avec des solutions qu'on pourrait appeler non qualifiées et des solutions qualifiées. Alors, tout d'abord, constat, 190 jours. Juste une idée, est-ce que vous savez à quoi ça correspond? Donc 190 jours, c'est le temps passé par un enfant de 11 ans à 18 ans sur les réseaux sociaux. Donc globalement, c'est plus d'une demi-année si on fait le constat. Je n'ai pas voulu aller jusqu'à le temps passé devant un écran de 11 à 18 ans. Pour information, c'est 1 an et demi. Et donc c'est bien sur ce constat en fait qu'on a, en tout cas que le gouvernement a décidé d'appliquer une loi et d'en faire une loi de protection des mineurs. Hop, pardon. C'est ça. Donc, 13 ans, c'est l'âge légal aujourd'hui pour être directement avoir accès aux réseaux sociaux. Là où effectivement, ça n'est pas respecté, c'est que les chiffres disent qu'aujourd'hui, 46% des enfants, ou en tout cas des mineurs qui ont moins de 10 ans, ont déjà un smartphone. Et aujourd'hui, 67% d'entre eux sont déjà connectés ou utilisent déjà un réseau social. Donc, ce qui veut dire que non seulement la loi n'est pas respectée, mais surtout, il n'y a rien pour contraindre nos enfants d'aller sur les réseaux sociaux. Juste pourquoi aujourd'hui c'est un tournant et pourquoi le constat a été fait, c'est qu'aujourd'hui il y a un véritable tournant dans la responsabilité portée par les plateformes réseaux sociaux. Donc juste là, je vous ai mis un article qui a été publié il y a maintenant une semaine, c'est pour vraiment vous dire que c'est extrêmement frais. Aujourd'hui, il y a une association de protection des mineurs aux États-Unis qui a porté plainte contre Meta et Google, donc Meta représentant Instagram et Facebook, Google représentant YouTube. Et ils ont porté plainte parce que aujourd'hui, YouTube et Instagram et Facebook n'ont pas de logique contraignante sur les vidéos qui sont portées à nos mineurs. Donc, ce sont des vidéos qui sont dangereuses, nocives, parfois même addictives. Et sur ce principe-là, du coup, il y a une amende de 365 millions de dollars qui a condamné Meta et Google. Et donc, c'est véritablement un tournant, un enjeu majeur, parce que c'est la première fois que ça arrive. Et donc, on voit que la responsabilité elle est plus portée par les utilisateurs, mais directement par les plateformes. Également, l'article mentionne un second fait majeur, c'est qu'il y a une personne aux États-Unis également qui a porté plainte, non pas parce qu'elle avait accès à du contenu dangereux ou nocif, juste parce qu'elle avait accès à du contenu qui était addictif. Et effectivement, de ces 6 ans, alors il compte très bien dans l'article, c'est même parfois désolant, de ces 6 ans à 12 ans, elle passait jusqu'à 12 heures par jour sur les réseaux sociaux. Elle a porté plainte et aujourd'hui, elle a été dédommagée à hauteur de 6 millions. Donc aujourd'hui, 365 millions, 6 millions, on est encore sur une goutte d'eau dans l'océan, mais forcément, si la responsabilité s'inverse, les plateformes vont forcément se poser la question de comment elles peuvent contraindre, parce qu'aujourd'hui, s'il y a un impact financier pour elles, il y aura forcément un impact business également. Bon, inutile de vous dire qu'aujourd'hui, le cyberharcèlement fait partie de l'écosystème des réseaux sociaux. J'ai juste, avant de préparer cette intervention, avant-hier, tapé cyberharcèlement. En fait, on se rend compte qu'il y a des dizaines d'articles sur le sujet. Je pense que je ne vous apprends rien, mais globalement, on est clairement sur un fléau. Dernière chose que je voulais vous mentionner, c'est qu'aujourd'hui, il y a des accusations, notamment sur TikTok, mais TikTok étant plutôt la tête de Turc ici, parce que finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait sur l'ensemble des réseaux sociaux ce qu'ils appellent un silo algorithmique. Alors, c'est quoi un silo algorithmique ? C'est un protocole algorithmique qui va renforcer une idée de l'utilisateur. Globalement, tout se passe bien lorsqu'on veut regarder des vidéos de chats qui courent dans la neige, c'est très bien, et qu'on en est dans un bon mood. Par contre, quand on a des idées suicidaires, en fait, l'algorithme va le comprendre et va venir renforcer cette idée en vous poussant toujours le même type de contenu pour faire un ancrage psychologique dans la tête des utilisateurs. Et donc, quand c'est des majeurs, c'est toujours désolant.
mais c'est toujours plus affligeant quand ça touche des mineurs. Et donc là, typiquement, il y a une personne qui s'est suicidée justement en ayant accès à des contenus et en étant dans un tunnel de silo algorithmique. Et donc, aujourd'hui, les conséquences, elles sont on pourrait dire dramatiques, hein. Il y en a 24% qui aujourd'hui sont exposés à des troubles alimentaires dus à trop de visionnage sur les réseaux sociaux, 19% qui sont exposés à du contenu pornographique et 16% qui sont exposés à du contenu dangereux. Donc une fois qu'on a dressé le constat, c'est que dit la loi? La loi, donc, elle va rentrer en vigueur au 1er septembre 2026. Et globalement, donc là j'ai pris la source de Légifrance. Donc c'est pour protéger les mineurs des risques liés à l'exposition précoce et excessive aux réseaux sociaux et aux contenus en ligne. Donc il y a 4 grandes mesures. La première mesure, c'est l'idée même d'une majorité numérique. La majorité numérique, elle va être à 15 ans révolus. Et globalement, tant que vous n'allez pas avoir cette majorité numérique, vous allez être banni, en tout cas vous serez interdit de réseau social. On le verra après, il y a l'autorité parentale qui va être mise en jeu, mais globalement, le principe même, c'est l'interdiction des réseaux sociaux pour toutes les personnes qui ont 15 ans, qui n'ont pas 15 ans révolus. Ensuite, ça va un peu plus loin, parce que ça va jusqu'à l'encadrement de l'utilisation des smartphones dans les enceintes publiques, mais surtout dans les enceintes éducatives, notamment l'école, où le smartphone sera interdit en cours de récréation et également dans les couloirs. Troisième pilier, ça va être la notion de publicité et notamment du ciblage publicitaire où en fait il y aura 2 pans. Le premier pan, c'est l'interdiction de faire de la promotion ciblée sur les mineurs à travers les réseaux sociaux et l'interdiction pour les réseaux sociaux de faire de la promotion des plateformes sociales en direction des mineurs. Ensuite, pour chapeauter tout ça, il va y avoir une instance de régulation qui va donc être l'Arcom. On verra qu'elle a un rôle de régulateur, mais surtout, elle est inefficace quand elle n'est pas au niveau européen. Et on verra aujourd'hui quels sont les mécanismes qui sont mis en place. Donc, j'ai été trop vite. Voilà. Donc, qui est concerné et comment on définit un réseau social ? Aujourd'hui, donc, le gouvernement le définit de la manière suivante. On entend par service de réseaux sociaux en ligne toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d'autres utilisateurs et d'autres contenus. Donc globalement, on ne va pas se le cacher, cette loi-là, elle est majoritairement, on va dire, concernée par les grandes plateformes, Meta, Google. Mais sachez qu'aujourd'hui, il y a aussi des réseaux sociaux. Alors, moi, je suis un boomer, donc j'ai aussi découvert qu'il y avait des réseaux sociaux français qui font plusieurs millions d'utilisateurs. Pour ceux qui connaissent BeReal, par exemple, qui fait plus de 45 millions d'utilisateurs à travers l'Europe. Et donc, en fait, ce sont toutes ces plateformes d'interaction qui sont bien évidemment visées par cette loi. Il y a des exceptions, notamment toutes les plateformes éducatives, EduCeol, Wikipédia, toutes les encyclopédies de contenu éducatif seront exclues de cette loi. Et ensuite, comme on se l'est dit, donc il y a l'Arcom qui sera le régulateur, mais vous allez voir à travers la Commission européenne. Ensuite, mécanismes et responsabilités. Donc ça, c'est un pilier, je pense, très important de la loi. C'est que la loi n'est pas applicable directement aux plateformes de réseaux sociaux elles-mêmes, elle est directement applicable au niveau des utilisateurs. Pourquoi elle a été formulée ainsi? C'est juste que si on l'avait directement appliquée sur les plateformes de réseaux sociaux, elle aurait été quasiment anticonstitutionnelle et surtout non applicable. On le verra juste après. C'est pour ça qu'on fait porter la responsabilité sur les utilisateurs. Et si les personnes sont mineures, on va faire porter la responsabilité directement aux parents via une autorité parentale. Donc comment tout simplement s'assurer qu'il y a des mineurs qui n'auront pas accès à ces contenus? Tout simplement, il y a une notion de vérification d'âge qui est clairement mentionnée dans la loi. Les plateformes seront donc contrôlées justement par l'Arcom en France, notamment à travers un dispositif technique
de vérification d'âge. On verra ensuite les solutions qui sont proposées, mais surtout de s'assurer que les vérifications, le protocole technique de vérification d'âge soit suffisamment robuste pour ne pas être fraudulable ou ne pas être contournable. Ensuite, il y aura des procédures internes, c'est-à-dire qu'il faut laisser accès sur l'ensemble des plateformes de réseaux sociaux à faire en sorte que les utilisateurs puissent remonter des fraudeurs, potentiellement des faux profils ou alors des cyberharceleurs. Et ensuite, le troisième pilier, c'est faire en sorte que les plateformes soient suffisamment ouvertes à des contrôles en interne. Et donc, pour s'assurer que les sanctions puissent être appliquées, on ne va pas être au niveau national, on sera au niveau européen à travers le DSA, donc le Digital Service Act, qui pourra appliquer des sanctions en cas de non-respect de ces trois piliers-là, allant jusqu'à 6% du chiffre d'affaires. Donc c'est véritablement colossal et c'est pour ça que ces plateformes devront, en tout cas sont extrêmement contraintes à s'y conformer. Hop. Alors, les solutions pour se conformer. Je vais accélérer. Il existe des solutions qualifiées et des solutions non qualifiées. Les solutions non qualifiées, donc là, on est véritablement à l'échelle de l'ANSSI. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'ANSSI, c'est l'Autorité nationale des systèmes de sécurité informatique. Et donc, il rédige une liste avec des solutions qui sont soit non qualifiées, c'est-à-dire qui ne sont pas auditées par l'ANSSI, et il y a des solutions qui sont qualifiées, qui sont donc auditées par l'ANSSI. Il y a des avantages et des inconvénients à utiliser des solutions qualifiées ou non qualifiées. Il y a des avantages et des inconvénients sur la partie fiabilité. Plus on sera sur des solutions qualifiées, plus il y aura une notion de fiabilité, c'est-à-dire de fiabilité de détection du réel âge de l'utilisateur. Également, il y a des notions d'UX et de simplicité. Et forcément, quand on va être sur des solutions non qualifiées, on va être sur des UX qui sont beaucoup plus simples, qui seront beaucoup mieux intégrés dans le design. Ensuite, il y a une notion de preuve vérifiable, c'est-à-dire que lorsqu'on va venir vérifier un âge, les solutions qualifiées vont venir proposer ce qu'on appelle un audit trail. Et il y a une notion également de RGPD. Et donc ces quatre notions vont être, on va mettre le curseur plus ou moins, en fait de manière plus ou moins importante en fonction que la solution soit qualifiée ou non qualifiée. La première solution, alors je suis là pour poser aucun constat, je suis juste là pour vous dire si les solutions sont qualifiées ou non qualifiées, je ne suis pas là pour vous dire si les solutions sont bonnes ou pas bonnes. Sur une solution non qualifiée, il y a toutes les solutions aujourd'hui qui existent d'estimation d'âge. Donc globalement, on va prendre une photo de vous, ou alors vous allez pouvoir passer votre main devant une caméra et on va pouvoir estimer votre âge avec une fiabilité plus ou moins importante. Donc par exemple, on va estimer en fonction de votre photo des caractéristiques de rides, de cheveux blancs, etc. si vous avez entre 13 et 17 ans. La problématique de ces solutions, c'est que si on est sur une échelle, alors que là, on recherche justement de la justesse. Si on vous dit que vous avez entre 13 et 18 ans, ça ne répond pas aujourd'hui à ce que fixe, en tout cas ce que va potentiellement fixer la loi. Si on va sur des solutions maintenant qualifiées, il existe des solutions de vérification d'âge qui s'appellent par exemple le face matching. Donc c'est une solution qu'on appelle de vérification d'identité à un niveau modéré qui va tout simplement faire matcher votre pièce d'identité. Donc on va vous demander votre pièce d'identité. On va la contrôler, vérifier qu'elle n'est pas modifiée, photoshopée et prendre un selfie de vous. Vérifier que vous êtes bien en vie déjà et que la photo qu'on a prise de vous, enfin la courte vidéo qu'on a prise de vous, matche bien avec la photo qu'il y a sur votre pièce d'identité. Ce qui permet, en fait, en faisant une extraction de votre date de naissance, de vérifier que vous avez bien la majorité numérique ou pas. Dernière solution que nous, on a identifiée, c'est la solution de vérification d'âge à travers le wallet, qui est une nouvelle notion qui arrive à travers un nouveau cadre réglementaire qui va rentrer en vigueur à la fin de l'année, qui s'appelle EDAS V2, qui va demander à l'ensemble des pays au sein de l'Union européenne de proposer un wallet. Le wallet en France, il s'appelle France Identité. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà téléchargé, mais il permet en fait tout simplement d'intégrer votre pièce d'identité et d'avoir des attributs d'identité qui sont qualifiés dans ce wallet. Et donc là où ça devient super pertinent, c'est que vous vous enrôlez une seule fois et ensuite vous allez pouvoir vous authentifier sur des plateformes type réseau social pour qu'on puisse directement identifier votre âge. J'ai essayé de vous faire un petit mock-up pour voir à quoi ça ressemble, mais globalement, hop, excusez-moi. Alors, hop. Voilà. Donc ça, c'est le wallet.
il faut imaginer que vous êtes sur une interface Instagram. On va vous demander de scanner un QR code avec France Identité. Donc, vous scannez le QR code avec votre application France Identité. Ensuite, vous allez présenter ce qu'on appelle vos credentials. Donc, les credentials, c'est les attributs. Ce sont les attributs d'identité que vous avez préalablement enregistrés lorsque vous êtes enrôlé avec France Identité. On va demander votre consentement. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on puisse vous récupérer vos informations d'identité, donc notamment vos dates de naissance? On va calculer l'âge. Donc là, j'ai vérifié, vous avez bien 28 ans, félicitations. Et donc, vous allez pouvoir avoir accès directement à la plateforme Instagram. Et donc voilà typiquement une solution qualifiée qui s'intègre parfaitement dans le panorama EDAS V2 qui est aujourd'hui poussé par la Commission européenne. Donc, et ce sera le dernier mot. Je suis en retard? Un tout petit peu? Bon, ok. Donc globalement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des solutions aujourd'hui qui existent, qui sont soit qualifiées, soit non qualifiées. On ne va pas se le cacher, aujourd'hui, il y a un vrai lobbying des plateformes de réseau social pour pousser notamment des solutions d'estimation d'âge qui s'intègrent parfaitement parce que très simple dans une authentification d'utilisateur. Maintenant, il n'y a aucune solution parfaite. Ce n'est pas parce que les solutions ne sont pas parfaites qu'il ne faut pas aller au bout de cette loi. Je pense que c'est ce que le gouvernement est aujourd'hui en train de nous indiquer. Et donc, on est bien parti pour faire en sorte que cette loi rentre en vigueur au 1er septembre. Maintenant, l'intérêt, c'est surtout de se dire qu'il faut protéger les mineurs. Et pour nous, en tout cas, protéger les mineurs, ce n'est pas un choix, c'est une obligation légale et morale. Ce sera tout pour moi. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir Monsieur Carly. Merci